Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en deux parties avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans notre société. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous accueillons Aurore Mallet-Carras, docteure en neurosciences et sexologue. C'est par le biais de la recherche académique en neurosciences qu'Aurore est arrivée à la sexologie. Après des études en biologie et en psychologie, elle consacre depuis plus de 10 ans ses travaux au lien entre les troubles alimentaires et les violences sexuelles. Parallèlement, elle mène des recherches sur les mécanismes de prise de décision liés à la sexualité et à la contraception. Conférencière en neurosciences, elle anime également des ateliers qui ouvrent des espaces de parole, libérant les voix autour de la sexualité. Son engagement auprès des personnes victimes de violences sexuelles, tout comme son livre « Cerveau, sexe et amour », s'inscrivent dans un parcours profondément porteur de sens. Un parcours inspirant qui résonne avec notre époque, où les mœurs évoluent, mais où tant de sujets demeurent encore tabous. C'était pour nous une évidence de la recevoir dans Femmes en Lumière aujourd'hui. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors nous sommes ravis, comme le disait Myriam, de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter toi avec tes propres mots en quelques minutes ? La présentation était tellement bien, donc je ne sais pas quoi rajouter. Déjà, merci beaucoup de cette invitation. J'en suis très touchée, très honorée. Donc pour me présenter rapidement, comme ça a été dit, moi je viens de la recherche fondamentale avec une grosse base en biologie. Je me suis toujours beaucoup posé de questions sur les rapports hommes-animaux en fait et le pourquoi l'humain n'aimait pas l'animalité, pour compléter un petit peu ce qui avait été dit et apporter un autre angle. Ouais. Ah oui, on l'avait pas celle-là. Et donc du coup, c'est vrai que la sexologie a amené en fait un autre regard par rapport à notre animalité en nous, qui est aussi justement tabou. Donc voilà. Donc c'est le côté animal, sauvage, de l'humain qui t'a amené en fait. Comment tu es arrivé en fait à la sexologie finalement? Ouais. C'est un peu ça en fait. Ça a été un fil. J'ai absolument pas prévu ça. Hein. C'est arrivé vraiment comme ça au fil de l'eau. Moi, j'ai vraiment commencé par une passion pour le monde animal et le comportement animal, et toujours être en questionnement vis-à-vis de personnes qui n'aimaient pas les animaux, qui ne comprenaient pas cet instinct, justement ce côté, et cette dissociation qu'il y avait entre le monde animal et notre animalité. Et ça m'a donné envie de faire encore plus de la biologie, d'aller encore plus loin. Après, dans mes études, dans mon parcours académique, j'ai beaucoup travaillé sur des régions qui sont impliquées dans les mécanismes de la mémoire. D'accord. Donc du coup, j'ai fait ma thèse sur la mémoire, et donc du coup, ça m'a permis de bien comprendre les traumas, ce sur quoi je travaille beaucoup aujourd'hui. Oui. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur la dopamine, qui est très impliquée dans les processus de désir. Il y a beaucoup de littérature. Il n'y a pas que la dopamine qui est impliquée. Donc dopamine, hormone Alors c'est un neurotransmetteur qui fait beaucoup de choses, mais en partie, elle est très impliquée dans la récompense. Okay, donc du plaisir. Exactement, dans le plaisir. Donc j'ai eu beaucoup de littérature, qui n'était pas ce sur quoi je travaillais, mais qui de temps en temps remontait. Je me disais, c'est intéressant. Et alors, est-ce qu'on parle de dopamine avec les animaux également? Bien sûr. Ouais. Ah, donc du coup, tu as vraiment travaillé sur cette différence entre dopamine animale. Est-ce qu'il y en a une finalement? Absolument pas. C'est ça qui est absolument dingue. Pas. Et alors, femme des années 80, on n'est pas obligé de dire ton âge, mais dans les années 80, c'est dans les années 80, c'est très bien. La sexualité n'était pas un sujet tabou autour de toi? Comment tu as grandi avec je pense que j'ai vraiment pas grandi directement avec ça, tout en grandissant avec. Et je m'étais fait une réflexion il y a quelque temps qu'en fait, moi, j'ai passé mon enfance devant des documentaires animaliers, et en fait, j'ai passé mon enfance devant des scènes interdites aux moins de 18 ans. C'est marrant, parce que en réalité, il y a des choses qui sont tellement crues et tellement violentes également aussi. Et je me suis fait la réflexion, mais des années après, qu'au final,
c'est la même chose, mais je travaille sur ça avec de l'humain parce que je travaille vraiment sur des questions évidemment de sexualité, mais aussi beaucoup sur des questions de violence. Et en fait, j'ai été exposée à ça très très tôt par les documentaires. Par les documentaires animaliers. Alors ça, du coup, c'est vachement intéressant parce que donc bien évidemment, là, on a ce fameux leitmotiv qui est sorti après, voilà, toutes les horreurs, MeToo, Pélico, etc. Où donc on a le fameux Not all men, but always men. Hein, c'est pas tous les hommes, mais c'est toujours, c'est quand même 90% des hommes. Et donc, est-ce qu'on fait ce même constat dans les violences chez les animaux? C'est toujours plutôt les mâles. Ah là là, c'est ça qui est fou. Ah, c'est et quand il y a des femelles, qu'il y a des agressions de femelles, c'est beaucoup pour défendre les autres femelles ou défendre les enfants. Ah, donc il y a quand même un objectif, une intention de protection. C'est jamais de la violence gratuite, pure, de domination ou de... Ah, ouh là là, mais alors là, du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait une forme justement d'instinct de fatalité un petit peu. Alors fatalité, c'est un peu fort, mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre que la biologie va apporter des réponses. Ce qu'on dit en biologie, c'est que c'est 100% d'inné et 100% d'acquis. Donc je l'explique beaucoup ça dans mon livre parce que j'ai le temps de bien l'expliquer, mais en fait, on peut pas dire qu'il y a que la biologie dans nos comportements. Il y a autant de biologie que d'éducation, que d'environnement. C'est aussi le cas pour les animaux. C'est intéressant, c'est important de le poser. C'est aussi le cas, même, j'ai envie de dire, au niveau de la cellule aussi. La cellule va avoir son patrimoine génétique, mais avec l'environnement, avec les signaux qu'elle va recevoir de l'environnement, elle va aussi pouvoir s'ajuster. Donc, rien n'est tout inné ou acquis. C'est un faux débat en biologie. Mais en fait, c'est vrai que c'est important de poser ces bases pour comprendre la question des violences et bien poser les questions pour trouver les bonnes réponses. Et alors, c'est là où comme on l'a dit précédemment, donc tu es docteur en neurosciences, sexologue et thérapeute. Quel est ce lien entre les neurosciences et la sexologie? Alors, pour moi, il y a vraiment les deux aspects, comme je le disais, l'aspect mémoire, qui est très très importante dans le cadre des traumas, puisque je travaille principalement avec des victimes de violences sexuelles. Donc, il y a eu un pont qui, pour moi, s'est vraiment fait de manière très pratique, très facilement. Et évidemment, tout l'aspect dopamine, tout l'aspect biologique également, tout l'aspect, réponse du système nerveux face à la sensation, habituation, de la séquence comportementale lors d'un rapport sexuel. Pourquoi des personnes n'arrivent pas à avoir des rapports ou n'arrivent pas à avoir du plaisir pendant des rapports? En fait, très souvent, il y a une partie très d'habitude, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu l'habitude d'avoir du plaisir. Elles n'ont pas l'habitude, elles ne savent pas aller le chercher. Donc, il y a tout un travail autour d'un apprentissage de création d'habitudes qui est, qui moi me parle beaucoup en réalité. Et j'ai fait un double cursus de bio et de psycho. Et ce que j'aimais pas, c'est que c'est très français. On avait la biologie là-bas d'un côté et la psychologie là-bas. Voilà. On te demandait de choisir ce qu'on a pu observer. Ça ou ça. Et je n'y arrivais pas à choisir. Et donc du coup, moi, la sexologie m'a permis d'être quand même dans une discipline en fait qui a quand même beaucoup de psychologie, mais je suis quand même sur de la biologie. Je suis quand même sur du concret. Et moi, j'avais besoin de ça. Et alors, est-ce que le cerveau, c'est vraiment le chef d'orchestre du désir? Est-ce que si notre cerveau n'est pas conditionné, on peut pas avoir de plaisir? Alors oui, ou de désir. Oui, tout à fait. C'est vrai que on le dit vraiment. Hein, c'est notre plus grand organe sexuel. C'est lui qui va nous faire des fantasmes. Évidemment, même sur des points de vue plus techniques, plus mécaniques, c'est le cerveau qui va permettre de même d'avoir des érections ou d'empêcher les érections. Donc il y a vraiment quelque chose dans le cerveau. Mais on est en France et on est très dualiste. On a vraiment cette opposition raison versus émotion. Et là, je trouve qu'il y a une nouvelle version que je vois beaucoup, c'est le cerveau versus le corps. Sauf que le cerveau, c'est du corps. Donc, en réalité, notre système nerveux, il est partout. On l'a sur la peau, on l'a dans le ventre, on l'a dans les régions génitales, on l'a, j'en sais rien, sur les jambes, les pieds. Ça, c'est important aussi de le repréciser parce qu'on parle beaucoup en ce moment de système nerveux. Alors maintenant, on voit, maintenant, c'est le nouveau. Si t'es bloqué dans tel domaine, c'est ton système nerveux qui n'a pas appris. Ok, mais c'est quoi de quoi on parle quand on parle de système nerveux, en fait? Donc là, c'est intéressant ce que tu dis. Hein, Ouais. En fait, c'est tout le système nerveux qui réagit. Et c'est ça qui, pour moi, me fascine justement dans l'aspect sexo, c'est que je peux aller sur un truc très très concret avec tout le background de neurosciences. Et alors, tu parlais de mémoire. Est-ce que tu travailles également sur tout ce qui va être mémoire intergénérationnelle ou pas?
Parce que du coup, on dit que les cellules, voilà, il y a la mémoire aussi intergénérationnelle, des violences qu'on n'a pas forcément vécues ou des blocages. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Alors, je peux le travailler, alors pas au niveau cellulaire en cabinet parce que c'est pas le but. Il y a beaucoup de recherches sur ces sujets, donc c'est important de poser que quand même c'est pas un truc complètement perché. On est vraiment ésotérique. Non, c'est pas du New Age. Non, c'est pas du tout du New Age. On a beaucoup ça sur les traumatismes de guerre. On va avoir des modifications génétiques jusqu'à au moins 3 générations. Donc évidemment, c'est important. Donc il y a plusieurs manières d'aller approcher ça, mais de toute façon, oui, de manière assez plus traditionnelle, en fait, tous mes confrères qui fassent de la sexo ou pas vont avoir besoin de connaître le passé de la famille de la personne parce que souvent ça explique des choses et c'est vrai que notamment sur le cas de la sexualité, des tabous, des représentations, ce qu'a dit la grand-mère, etc., est passé à la mère. Ce qu'a vécu la grand-mère, je l'ai beaucoup, ça. Ouais. Ce qu'a vécu la grand-mère a été abandonnée par son mari à l'époque, etc., après la guerre, enfin bon, voilà. Et en fait, elle a conditionné la mère avec une certaine vision des hommes et la mère a pas connu son père, donc du coup elle a conditionné sa fille avec une certaine vision des hommes, etc. Donc en fait c'est de manière très pratico-pratique, c'est très très important d'avoir ces informations. Et alors donc depuis 10 ans, Aurore, toi tu travailles donc sur les prises de décision autour de la sexualité. Alors comme le disait Laetitia, tu es donc une femme, tu as vécu en tout cas les années 80 j'étais un peu petite, mais quand même voilà. Donc qu'est-ce que à ce moment-là, quand tu fais ce choix-là, comment réagit ton entourage? Parce que j'imagine que faire ce choix, c'était peut-être pas commun. Non, mon entourage l'a assez bien pris en fait parce que justement ça fait sens et ils m'ont tellement connue à aller poser des questions curieuses qu'au final et l'aspect engagement en fait violence sexuelle et j'ai fait moi mon mémoire de sexologie sur les questions de prise de décision mais en fait très très vite j'ai vraiment beaucoup basculé sur les questions de violence sexuelle et cet engagement que j'ai toujours eu auprès des femmes ou des enfants n'a pas du tout surpris mon entourage. Oui, d'accord. Et alors justement qu'est-ce que tu peux préciser cette notion de prise de décision? Tu vois, prise de décision autour de la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est de comprendre quelles vont être les représentations ou les biais qu'on va avoir pour bien prendre des décisions dans notre couple, dans notre sexualité. Moi, mon mémoire portait vraiment sur ces mécanismes, sur ces biais qu'on pouvait avoir pour des prises de décision autour de la pénétration ou pas, parce que c'est un vrai sujet. Il y a on considère encore malheureusement que la pénétration est ultra centrale et qu'un rapport n'est pas complet s'il n'y a pas de pénétration, ce qui est absolument faux. Évidemment que les partenaires peuvent avoir du plaisir tous les deux. C'est bien de le rappeler. C'est important de le rappeler. Oui. Il y a un tiers des femmes seulement, et on le sait depuis les années 70, qu'il y a seulement un tiers des femmes qui ne peut jouir qu'avec la pénétration seule. Ça veut dire que il y a 2 tiers. Et les 2 tiers, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe pour les deux autres tiers? Exactement. Donc c'est important. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de crispation autour de ça. Oui, de la fréquence, les fameuses 3 nuits par semaine. Merci Indochine. Exactement. Années 80. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, j'imagine que tu dois avoir ça dans le cabinet en permanence. Oui. Si c'est pas 3 fois par semaine, c'est que ça va pas du tout. Et la pression sociale, la pression des hommes aussi à le faire, sans même se poser des fois la question de au final, est-ce que moi, même en tant qu'homme, j'en ai besoin? Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc en fait pour moi c'était vraiment essayer de comprendre par quel biais je pouvais aller désamorcer ces représentations. En fait, la prise de décision c'est un terme très générique en neurosciences cognitives. Moi je vais travailler sur les biais qui vont empêcher une bonne prise de décision. C'est plus et alors c'est quoi une mauvaise prise de décision? Mauvaise prise de décision, ça va être par exemple de renforcer, de vouloir d'être buté sur une manière de faire par habitude. Ça peut être une très mauvaise prise de décision et justement, quand on est à 2, ce qui est intéressant, c'est d'aller créer des choses et d'aller s'adapter à l'état aussi, l'état d'âme, j'ai envie de dire, du moment de la personne, parce qu'évidemment, on est aussi des êtres humains, notre vie n'est pas toute lisse. Il y a évidemment la question de la grossesse qui est aussi très très importante, où dans le cadre de la pénétration, on peut ne pas du tout avoir les mêmes envies pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs. Donc voilà, donc la question va être de comment on peut aller désamorcer, modifier tout ça pour décrisper en fait les gens pour que
Ouais, c'est passionnant. On aura envie de te poser des milliards de questions et on va poursuivre dans quelques instants. Merci beaucoup Aurore. C'est le moment de faire une première pause musicale. À tout de suite. Je fais mon numéro. D'habitude, je me prends pas la tête. Là, c'est foutu d'avance. On arrête, on commence. Je sais plus ce que je fais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par le faire. Mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça serait chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi vont se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Des mots. Toi tu veux m'abîmer la tête. Tu veux jouer, on commence. Mais les dés je les lance. Je crois que tu me plais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi on se fait la guerre. Je vais finir par le faire. Mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça sera chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi vont se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À quoi vont se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À quoi vont se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Aurore, docteure en neurosciences, sexologue et thérapeute, est notre femme en lumière du jour. Aurore, on en parlait tout à l'heure, de ce lien direct entre notre cerveau et notre sexualité. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans les violences sexuelles? C'est quelque chose que tu as commencé très tôt dans tes recherches. Pourquoi ce choix? Ce choix, il s'est vraiment imposé à moi de manière très pratique parce que j'ai fait ma thèse sur les mécanismes de récupération de souvenirs. Donc, on sait très bien en neurosciences, on sait assez bien comment est-ce qu'on arrive à encoder un souvenir. C'est quelque chose qu'on connaît depuis assez longtemps. Par contre, comment est-ce qu'on récupère un souvenir? Pourquoi est-ce que, par exemple, des fois, on a appris notre leçon et puis le jour de l'examen, on n'en a qu'une partie? Ou pourquoi, justement, des fois, il y a des idées qui nous reviennent ou des images qui nous reviennent de manière non maîtrisée? Ce qui se passe justement dans le trauma, c'est des choses qu'on connaît beaucoup moins. Les amnésies, tu fais référence aux amnésies traumatiques. Voilà, je fais des références aux amnésies justement, et aussi les comment est-ce qu'on va chercher, où sont stockés les souvenirs, comment est-ce qu'on va les rappeler. Ça, c'est quelque chose sur lesquels j'espère avoir la réponse de mon vivant et que mes collègues neuroscientifiques travaillent bien dans les prochaines décennies pour qu'on. Oui, parce que c'est pas encore clair. C'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair. Comment rappeler les souvenirs, voilà. Les ranger, les gérer. Alors, on sait à peu près, on commence à peu près à comprendre ce qui se passe, où est-ce que c'est rangé. Il y a des choses qu'on arrive quand même à peu près à savoir, mais c'est beaucoup plus complexe en réalité. Et donc, du coup, c'est une littérature que moi je maîtrisais parfaitement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu sur les questions des traumas, puisque le trauma
est un modèle d'étude de la mémoire. En réalité, puisque c'est une mémoire qui est dysfonctionnelle. Du coup, le fait d'aller tout de suite, le pont en fait avec les victimes de violences sexuelles, pour moi, c'est fait d'une manière naturelle, absolument naturelle. Et j'ai eu la chance de m'intéresser à ces questions très tôt, un peu avant MeToo en sexo. Et en fait, j'ai vraiment un souvenir d'un cours de fac où en fait on nous présentait les traumas. Alors c'est important de le poser. Je n'ai pas vu le trauma en fac de psycho parce que j'ai fait un double cursus de psycho et de bio. D'accord. J'ai vu le mécanisme du trauma en fac de biologie. Ah, c'est fou ça. C'est pas abordé en psycho. Et pas en psycho. Et pas en psycho. Ouais. Et donc en fait c'est quelque chose qui moi m'avait beaucoup choqué à l'époque parce que je trouvais que c'était tellement central en fait dans la vie des personnes, pour des psychologues également. Et du coup après j'avais fait des recherches et j'avais regardé, toutes les facs de psycho ne le proposaient pas, donc je parle des années 2000-2010 mais c'est un petit peu choquant quand même de savoir qu'en fait il y a plein de personnes et notamment des femmes qui ont été traumatisées, qui n'ont pas pu trouver, maintenant heureusement ça change, mais n'ont pas pu trouver de bons psychologues et c'est pour ça que on a eu des prises en charge assez catastrophiques. Bref, tout ça pour dire que je me rappelle être en fac de psycho et à dire mais en fait on nous montre ça et les modèles ce sont souvent les soldats. Et je me disais mais en fait les soldats ils ont été à la guerre, se sont enrôlés, ils savent pourquoi ils signent. Des personnes qui ont été violées n'ont pas signé pour ça et voilà ce qui se passe. Et je me rappelle que ça c'est quelque chose qui m'avait marqué en fac de biologie en 2000 fin des années 2000, début des années 2010 et en fait c'est un espèce de point qui avait été marqué qui n'a pas bougé et que j'ai retrouvé, j'ai mis de côté, que j'ai retrouvé avec la sexo et du coup là après j'ai déroulé, j'avais mon petit bagage de ma petite thèse et après j'ai fait OK. Allez, on y va. On y va. Et alors, tu parlais de confrères, que vous étiez plusieurs confrères à travailler sur ces sujets. Confrères plutôt hommes, femmes. Est-ce que c'est un domaine qui est... Alors, je trouve que là, ça change beaucoup et qu'on a beaucoup d'hommes de ma génération vraiment à se poser les bonnes questions, à vouloir travailler autrement, à vraiment vouloir travailler sur le trauma, à mettre de côté aussi la psychanalyse qui était un petit peu archaïque, notamment sur la question des traumas, pas toujours. Il y a des psychanalystes qui ont très très bien compris. Freud au départ avait très bien compris le trauma au début, mais pas après. Le nom des femmes, bref, je vais pas m'étendre. Mais non, je trouve que même sur les réseaux, j'ai des hommes psychologues qui font de très très bonnes prises de parole, qui font de l'excellente vulgarisation, qui n'hésitent pas à même être relativement engagés dans leur militantisme également, donc je trouve ça très très rassurant et ça augure de belles années et un bon rééquilibrage. Ça présage, oui, une belle avancée en tout cas pour le soutien de la cause concernant les violences faites aux femmes. Alors après le mouvement MeToo, tu l'as aussi abordé tout à l'heure, et dernièrement aussi tous les scandales entre Gisèle Pelicot et l'affaire Epstein. Le sujet est loin d'être fini, non ? Le sujet commence à sortir. Ouais, c'est ça. Ouais. On est d'accord. Vraiment. Et on est seulement maintenant, je pense, en train de comprendre, particulièrement en France, parce qu'on a été vraiment dans le déni sur ces questions pendant des décennies. Maintenant, on est en train de prendre conscience de, on travaille quoi. De l'ampleur, de l'ampleur de la situation, quoi. Ouais. De l'ampleur de la situation, de ce qui se passe beaucoup pour les enfants, parce qu'il y a quand même un vrai sujet autour des enfants, peut-être même avant les femmes. D'ailleurs, ce qui est très difficile, c'est très très inquiétant en fait. Et alors toi, tu travailles pas avec les mineurs, je crois. Je ne travaille pas avec les mineurs pour plein de raisons. Une des premières raisons est que j'estime que j'ai pas assez fait de psychologie ou de neurosciences du développement pour être au niveau où moi je me sens à l'aise, comme je l'ai fait pour ma thèse en neurosciences justement de la mémoire. Mais évidemment, je connais ça et pourtant, évidemment, au cabinet, je le vois évidemment que les choses qui arrivent maintenant sont souvent les problématiques qui arrivent en cabinet souvent prennent leur source dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans l'éducation. Donc il y a vraiment un sujet central. Et alors justement, tu vois là, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire parce que on commence à prendre conscience de l'ampleur du phénomène aussi, donc pour les enfants, mais les enfants, c'est aussi bien des petits garçons que des petites filles. Et donc là, on voit qu'il y a la parole qui se libère du côté des femmes. Mais qu'en est-il de la parole des hommes, en fait ? Alors, on a eu là très récemment un journaliste donc sur France Inter qui a osé, j'ai plus son nom là tout de suite. Oui, je vois. Tu vois de qui je veux parler. Et voilà, et qui a osé raconter, mais il y a encore peu
de personnalités comme ça, publiques, qui osent s'emparer de cette question. Et Oui, c'est pour ça que oui, quand tu dis qu'on est au début, c'est que là, on sent que les langues se délient, que tous les mouvements, même si MeToo, finalement, ça date de plusieurs années. Mais chez les hommes, ça donne quoi? Ouais. Alors, chez les hommes, nous, on a les stats, on le sait très bien que c'est 1/3 des enfants. C'est 1/3 des enfants. C'est 1/3 des enfants. C'est énorme. C'est énorme en réalité. Donc, c'est absolument énorme. C'est d'ailleurs très très inquiétant. Parce qu'il y a ça aussi, qui explique aussi probablement qu'on ait autant d'hommes plus tard agresseurs, parce qu'on sait que quand un homme a été agressé lui-même, il a plus de chances, alors je connais pas le pourcentage, mais je sais que c'est documenté, bien sûr plus de chances de devenir lui-même aussi agresseur en fait. Oui. Alors, sur les questions de pourcentage, on les a pas exactement parce qu'en fait, on est toujours en sous-estimation. Donc, c'est aussi important de le poser aussi. C'est que on sait très bien que la plupart des agresseurs ont subi des violences. Pas tous. Il y a toujours un petit, en fonction des études, en fonction des pays, en fonction des années, etc. Ça varie un petit peu, mais on est autour de 95%, quand même. 95% des agresseurs ont subi des violences de différents types, d'ailleurs. Bien sûr. Pas que des violences sexuelles, mais sur les questions des violences sexuelles, on sait qu'il y a 1/3 de petits garçons. Sur les mineurs, on sait que c'est 1/3 de petits garçons. Qu'en est-il des hommes? Justement, ils se réveillent. Je pense à Arnaud Gallet avec Move Enfant, avec qui j'ai la chance de collaborer, qui est assez, qui est évidemment très très engagé sur ce sujet. On a l'association Le Colosse au pied d'argile, qui est une association pour les enfants victimes de violences sexuelles dans le milieu sportif. On a aussi beaucoup de langues qui se délient là, au niveau natation, au niveau gym, au niveau du sport. Ça, c'est incroyable. Il y a un MeToo Sport aussi qui a été lancé. Donc il y a énormément de choses. La parole revient aux victimes actuellement et je trouve que c'est très très important et ça va vraiment dans le bon sens. Alors c'est vrai que si on rappelle des chiffres, on sait que d'après une étude de 2025, une femme sur deux, donc on a 1/3 des enfants qui sont des hommes et 2/3 qui sont des femmes quand elles sont petites, quand elles sont agressées, en bas âge, et une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles en France en 2025. Que t'évoque ce chiffre? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens au cabinet? Alors, il y a ce que moi je vois beaucoup quand j'entends ce chiffre, c'est que en fait, il y a malheureusement beaucoup encore de femmes qui ne comprennent pas que ce qu'elles vivent sont des violences sexuelles. Alors c'est exactement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qu'une violence? En fait, c'est ça. Et moi, c'est ça que je trouve, où je crois qu'on a encore beaucoup de chemin. C'est comment identifier que ce qu'on vit est une violence. Alors tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de cette notion de prise de décision. Qui probablement nous amène à une forme d'écoute de soi, écoute de l'autre, tout ça. Qu'est-ce qu'une violence sexuelle? À partir de alors il y a la loi, il y a le cadre de la loi qui va définir que un viol ou une agression sexuelle, c'est une atteinte par emprise, menace et contrainte ou violence. J'ai dit violence et puis surprise. Voilà. Et donc ça c'est défini par la loi. Donc l'article 222 du code pénal, etc. Il y a une définition à laquelle moi je reviens toujours parce que la définition de la violence elle est complexe et en réalité elle peut être très simple. Et en fait, si on va à l'essence même de ce que c'est, j'aime bien dire que la violence c'est la négation de l'autre. Et ça permet de prendre en compte une autre type de violence qui est très importante, qui va être la négligence, qu'on va aussi avoir des fois chez les enfants. Donc ça peut être de la négligence émotionnelle, la négligence des besoins de l'autre, qu'on va beaucoup malheureusement retrouver dans les violences conjugales, avec des hommes qui vont être dans une négligence totale des besoins fondamentaux de leur femme, des besoins même des fois de repos, notamment autour de la périnatalité, où on récupère des femmes à la cuillère, qu'elles sont absolument épuisées et le mec en face ne comprend pas que madame est juste fatiguée. Quelle est la violence la plus fréquente que tu vois au cabinet? D'après vous, ça étonne tout le monde. Alors moi, celle que je vois le plus et qui je me tire les cheveux avec ça, mais en même temps c'est bien parce qu'on peut avoir des preuves, c'est les violences financières. D'accord. Ça, tu dirais que c'est la première violence que tu constates? C'est une violence qui est quasiment toujours présente, où en fait les femmes ne se rendent pas compte que
en fait, elles, entre guillemets, peuvent se faire avoir très facilement. Mais c'est dû à l'éducation aussi. Hein. On n'est pas du tout éduqué à penser comme ça, parce que si on pense à l'argent, attention, on est vénal, et il y a le coup près de la société qui va tomber. Mais c'est vrai que du coup, les femmes vont avoir vraiment, il y a tout ce qui est, la théorie des pots de yaourt. Je crois que c'est Lucie Pétavin qui avait travaillé sur ça et qui explique vraiment à quel point, en fait, c'est le coup de la vérité, Lucie Pétavin. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vraiment où les femmes vont être dans l'achat pour les enfants et dépenser de l'argent pour les enfants, et donc des choses qui sont consommables, en fait, comme les yaourts. Et en fait, lors de la séparation, monsieur a investi dans les gros achats, donc il dans part la voiture, avec une voiture, un appartement, l'immobilier, etc. Et il y a des hommes qui le font pour protéger la famille et les enfants, et il y a heureusement des hommes, et j'en vois, qui sont très prévenants lors d'une séparation, et vont penser d'abord aux enfants et à la mère. Et il faut quand même le dire, qu'il y en a, heureusement. Ça existe. Et je le dis aussi de plus en plus pour que des hommes qui ne le font pas comprennent qu'il y a d'autres modèles, en fait. Exactement. C'est pas pour mettre en avant ces hommes-là, c'est pour les autres qu'ils écoutent. Disent non, en fait, il y a des hommes qui peuvent le faire, en fait. Et il y en a pourtant qui s'en fichent complètement et qui vont se mettre en banqueroute et donc, pour pas payer la pension, quoi. Ce que tu veux dire par là, c'est que il me semble que 90% de tes patients sont des femmes. Non, pas autant. Je pense que je suis à peu près à 2 tiers, 1 tiers. Je travaille beaucoup avec la communauté LGBT aussi, dans laquelle il y a aussi beaucoup de violence. Donc voilà. Donc je dirais plus 2 tiers, 1 tiers. Puis je reçois aussi des couples. Donc j'ai aussi les hommes. Voilà. D'accord. J'ai aussi des hommes accompagnants de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. C'est important de le dire aussi pour les autres, pour qu'il y ait toujours cette histoire de mettre des modèles masculins. Bien sûr, il y a des hommes qui accompagnent et qui font un travail formidable. Ouais, c'est super. Mais ce qui est dingue, ce que tu disais, c'est que donc par rapport à ces femmes que tu reçois qui ont vécu des violences, tu constates que derrière ces violences physiques ou psychologiques, il y a également la violence financière. C'est ça que tu constates? Ouais. C'est ça qui est incroyable, c'est c'est comme s'il y avait un modèle qui s'enchaînait, qu'on commençait par la finance et qu'après on se faisait agresser physiquement. Enfin, quel est le schéma? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Non. Il y en a pas, ça va vraiment dépendre du cas par cas. Voilà, il y a très très souvent aussi des violences sexuelles que les femmes ne comprennent pas ou comprennent bien après. Qu'en fait, elles étaient peut-être pas tellement consentantes pour ce rapport. Alors, je veux même pas dire désirantes, mais il y a cette frontière là où en fait les femmes peuvent être un petit peu. Alors ça c'est un point, j'imagine. Je trouve que c'est un point hyper complexe. Alors cette notion d'ailleurs de devoir conjugal. Alors donc on rappelle quand même que on est le 9 avril, donc on est à peine à un mois, 9 avril 2026, où cette notion du devoir conjugal vient d'être supprimée dans la loi, quand même. Donc 2026. Donc ça aussi, j'imagine que ça dans ce que tu disais, les conditionnements, les injonctions, voilà, ça c'est assez extraordinaire. Et comment se fait-il que la société met autant de temps à changer, quoi? Enfin, tu vois, au niveau légal. Il y a une vraie force d'inertie, hein. Ça, je ne sais pas. Je ne comprends pas ça. Mais après, je me questionne justement beaucoup pour, notamment des femmes c'est difficile de comprendre qu'en fait, on a été abusé. Oui. Alors, j'aime pas le terme d'abus de manière générale parce que c'est pas, on n'a pas versé un peu trop de thé ou on n'a pas pris un peu trop de chocolat. Mais en fait, ce côté de comprendre qu'en fait, l'autre était dans la négation de moi. Moi, j'ai donné. Oui, mais moi, j'étais aussi dans la négation de moi. Bah oui. Mais sauf qu'en tant que femme, on est éduqué pour faire ça. Ouais, mais voilà. Donc, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'en a même pas conscience, en fait. C'est ça. Donc là, on revient au sujet d'éducation. Comment on fait? Comment est-ce qu'on éduque les confiance? On avance. Non, mais il y a tellement de travail, mais on a quand même la chance d'avoir MeToo, on a quand même la chance d'avoir de plus en plus de modèles féminins d'émancipation, qui permettent vraiment de nous tirer toutes vers le haut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de modèles féminins dans plein de domaines différents, donc à chacune sa sensibilité. Bon. Donc en fait, tu nous dirais, le conseil que tu nous donnerais, c'est quoi pour s'assurer que je suis pas justement en train d'être dans des mauvaises prises de décision, que je suis pas en train de subir moi-même. Ça serait comment faire pour s'assurer de ça? Si j'ai déjà, est-ce qu'on peut se dire si j'ai un doute, c'est qu'il y a pas de doute? Exactement. Déjà, s'il y a un doute, c'est pas qu'il y a pas de doute, c'est que s'il y a un doute, il faut vraiment aller creuser. Il faut aller creuser. Okay. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc on va voir qui? On va creuser. On va voir déjà
On vient si te voir. déjà un psy ou un Ouais, sexologue, voilà. mais voilà, normalement quelqu'un qui peut vraiment déjà écouter, nous aider à écouter. Je pense que vraiment la première chose, c'est on revient à soi et on revient si ça fait, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux enfants dans les formations, les trucs de prévention, c'est est-ce que ça fait oui, est-ce que ça fait non, Oui, c'est ça. et d'arriver à avoir ce discernement. Alors Ouais. c'est plus facile à dire qu'à faire, et souvent ça prend du temps, et c'est vraiment ce sur quoi je travaille avec des femmes en cabinet. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que tu parlais de la libération de la parole, mais tu me disais aussi qu'il y avait aussi un deuxième constat, c'est celui de la victimisation secondaire. C'est que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Oui, alors la victimisation secondaire, c'est quelque chose de absolument terrible en fait. C'est le fait que la victime soit revictimisée après par des tiers, par des personnes avec lesquelles elle va se confier, par des personnes du milieu médical, par des personnes de la justice, parce que ces personnes vont mettre en doute, vont demander de répéter 150 fois la police, même. par exemple, La dépôt de police, plainte, ouais. T'aurais des pas juges. C'était trop court, ta jupe était trop courte, Exactement. le décolleté trop... Voilà, ou c'était pas si grave. Tu sais, il y en a qui font pire. Voilà, donc ça peut être fait par le milieu proche. Ça peut être fait par malheureusement le milieu médical qui est censé être formé et qui en fait va. Donc c'est un peu la négation de la parole. Hein. C'est la négation de la parole, c'est la mise en doute de la parole. Je n'ai pas moi un seul dossier où je n'ai pas ça. C'est vrai. J'en ai pas un seul. C'est assez difficile. Alors justement, on parlait d'Arnaud Gallet. Il a beaucoup communiqué récemment sur comment est-ce qu'il a été maltraité par la justice. Et comme il en a beaucoup parlé, il l'a mis en avant. Je me permets de le mettre moi aussi en avant. En fait, il est reparti en hôpital psychiatrique juste après, et parce qu'en fait, il a été tellement profondément abîmé par les jugements, par l'attitude de la partie adverse, que au final c'est très très destructeur pour les victimes, et c'est souvent plus destructeur même que la violence en elle-même. C'est ce Bien sûr. qu'explique Gisèle Pellicot aussi, qu'elle explique aussi très bien dans le livre. Enfin, Dans son livre, c'est effarant. Bien, on aurait encore bien évidemment, toujours pareil, 10 milliards de questions à te poser, Aurore. Merci beaucoup. C'est le moment de faire une seconde pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qu'avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume. IDFM Radio, par nous, pour nous. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire.
Aurore, docteur en neurosciences, sexologue et thérapeute, est notre femme en lumière du jour. Aurore, donc précédemment, on parlait de tout ce lien avec le cerveau, nos prises de décision, notre sexualité, le désir. Mais est-ce que l'orgasme existe vraiment? Oui. Heureusement. Oui, bien sûr. Nouvelle. On est rassurés. Oui, bien sûr, l'orgasme existe vraiment. C'est un processus qui a été étudié, sur lequel on a des réponses, auquel j'ai consacré un chapitre entier dans mon livre. Donc, c'est dire qu'on a des choses. Cerveau, sexe et amour, on le rappelle. Et oui, non, on a évidemment, ça existe. D'ailleurs, c'est important de le dire. D'ailleurs, c'est un réflexe. Ça se base sur une partie réflexe. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait justement, il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi le corps qui réagit. Et ben, en fait, l'orgasme, c'est un réflexe. Un instinct animal, un peu? Un réflexe, vraiment comme éternuer, comme le fait de quand on tape sur le genou, il y a une réaction, en fait. Ok, très bien. Et alors, comment est-ce qu'on l'active, cet orgasme? Eh ben, c'est là où ça va devenir plus compliqué parce que c'est pas comme juste d'aller se faire taper le genou chez le médecin. Chaque personne, chaque corps va avoir sa manière d'aller déclencher ce réflexe-là, et c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Et alors, est-ce que donc par rapport à toutes les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as pu noter, voilà, des pratiques qui peuvent augmenter cet orgasme féminin ou masculin, on va dire? Déjà, est-ce que c'est le même en plus? Alors, c'est une grande question. Alors non, c'est pas le même parce qu'en réalité, les hommes ont une illusion parce qu'ils ont un orgasme qui est concomitant avec l'éjaculation. Donc en fait, après l'éjaculation, il y a une perte d'érection, les hommes s'arrêtent. Mais l'orgasme, ça n'est pas l'éjaculation, c'est juste que c'est concomitant. Mais comme l'érection s'arrête, les hommes s'arrêtent. Nous, les femmes, on peut continuer et avoir des orgasmes en continu. On n'a pas ce qu'on appelle cette période réfractaire. Donc, par rapport à ça, l'orgasme féminin et l'orgasme masculin ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des techniques, du coup, pour déclencher cet orgasme? Est-ce que toi, tu as pu constater des techniques qui marchent plus qu'une autre sur l'orgasme féminin, par exemple? Oui et non. En fait, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre, en fait, d'une femme à l'autre. C'est pour ça qu'on peut pas dire, il y a des techniques comme ça, parce que c'est vrai que le fait d'aller se masturber et d'aller amener les femmes à plus explorer est quelque chose qui va marcher. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une modalité d'exploration va marcher avec l'une et pas nécessairement avec l'autre. Oui. Et il va y avoir aussi la question de la sensibilité. Il y a des femmes qui vont avoir plus d'attrait pour tel type de masturbation, mais ça ne marchera pas avec le ou la partenaire après. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu plus complexe. C'est très personnel en fait. C'est très personnel, c'est très individuel. Oui, et c'est pour ça que ça, voilà, le dialogue et la communication aussi. Je pense que c'est des éléments qui sont et puis de se rechercher aussi soi-même, c'est savoir aussi ce qui peut nous convenir. Et alors, comment est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on essaye? Quels sont les... Alors, moi, je recommande vraiment d'aller tout essayer, en fait, et de voir avec ce avec quoi on résonne le plus. C'est vrai que là, maintenant, on a la chance d'avoir des émissions de radio comme celle-ci, on a des podcasts, on a plein de choses, on a beaucoup plus d'émissions de radio qui portent sur ces questions, beaucoup plus d'émissions de télé qui portent sur ces questions. On a le film, là, pour le plaisir, avec Alexandra Lamy et François Cluzet, là, sorti le 6 mai, là. Voilà. Alors c'est grosse pub pour Womanizer, mais mais voilà, on a justement on a des jouets qui étaient pas autant développés avant, et démocratisés aussi. Voilà, il y a vraiment, donc là pour l'instant c'est vraiment, puis il y a beaucoup de littérature érotique aussi, quelque chose que je recommande beaucoup pour les femmes parce qu'on a une explosion de la littérature érotique écrite par des femmes. Alors tu aurais une autrice à nous recommander? Non, je n'en aurais pas parce qu'il y a tellement de choses très très différentes que. Alors moi j'ai envie de rebondir même sur. Alors si on parle de littérature, c'est vrai qu'en effet il y a beaucoup de littérature érotique, mais on constate aussi, en tout cas moi qui suis aussi auteur, on se rend compte quand je discute avec les libraires qu'il y a aussi beaucoup de dark romance. Oui. Voilà, qui sont très en vogue. Donc ces livres en fait qui vont parler de 50 nuances degrés mais beaucoup plus agressifs, où l'homme est très violent, macho, il est milliardaire et une petite jeune femme va venir sous son aile. Fragile. Et là on va parler de sexualité et ça cartonne auprès des jeunes filles. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que thérapeute? Alors moi je suis pas du tout spécialiste de ce sujet, mais il y a une consoeur en congrès de sexologie qui a une thèse, en tout cas qui est en train d'être réalisée sur le sujet. Donc je vais attendre patiemment qu'elle publie et qu'elle sorte. Et ce qu'elle disait, c'est que c'est un petit peu comme la pornographie. Il y a plein de gens qui regardent la pornographie et qui vont se dire ouais, je vais faire pareil. Il y en a plein d'autres qui disent non mais j'ai une prise de recul, c'est un sketch, ou que voilà, je prends ce que j'ai à apprendre. Je pense que j'ai à apprendre et voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une
évidemment, on est marqué par ce qu'on voit. Évidemment, on est marqué par les représentations dans lesquelles on baigne. On a tous été marqués par, les différents films. Il y a l'excellent livre de Chloé Thibault, Désirer la violence, où elle va justement essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'en tant que femme, on va être amené à aimer le bad boy. Et elle explique justement pourquoi, avec les films et les séries qu'on a vues, dans lesquelles on a baigné, en fait, on va être attiré par ce type-là d'hommes, alors que ça nous met nous-mêmes en danger. Et c'est vrai, forcément, ces représentations nous imprègnent, mais on peut aussi avoir de la distanciation par rapport avec ça. Et à quel moment c'est le discernement, pourquoi chez certaines personnes et pas chez d'autres, ça c'est encore un mystère. C'est voilà. Puis moi, c'est pas mes sujets, donc je vais rester. Alors, si on parle de ce sujet, donc toi, rappelons que tu travailles également autour de nombreux sujets, notamment la sexualité alternative. Donc, quelles sont les différences entre les anciennes générations? Donc, on en parlait. Là, on a été baigné aussi avec les Disney, avec on va chercher le bad boy, etc. Mais d'un côté aussi les générations Z, qui du coup ont de nouvelles tendances sexuelles. Voilà, qu'est-ce que tu constates toi au quotidien? Alors, ce qu'on constate à la fois en cabinet, puis à la fois dans les études qui sortent, on a en France, on a eu la grande étude de l'INED qui est sortie l'année dernière, mais on a aussi les études étrangères qui vont toutes dans ce sens-là. La génération Z est très intéressante. Elle va être beaucoup plus ouverte sur les questions de bisexualité, d'homosexualité. On fait presque 1 x 2 par rapport aux générations de nos parents, par exemple, qui se déclarent. Attention, qui se déclarent ou qui reconnaissent être bisexuels, parce que souvent en fait les gens pouvaient avoir des pratiques avec des personnes du même sexe, mais jamais, au grand jamais, ne s'identifier comme telles. Donc il y a un petit décalage, un petit glissement de ce côté-là, et c'est des générations qui sont, je trouve, très très à l'écoute d'elles-mêmes. Donc moi je suis assez fascinée par cette nouvelle génération, je dois dire, par la Gen Z, et ceux que je reçois en cabinet, je les trouve très pertinents, très à l'écoute, très à l'écoute d'eux ou de la partenaire, d'eux-mêmes, enfin voilà. Ouais, finalement, tous ces scandales et toute cette libération de parole ces dernières années, on s'aperçoit que ça commence finalement aussi à apporter un petit peu ses fruits, au final. Ouais. Et ça c'est hyper précieux de s'en rendre compte. Et alors justement, donc là on parlait de la Gen Z, mais on a aussi les femmes de 50, 60 ans. Là aussi, il y a une grosse rébellion. Qu'est-ce que tu constates? On a le sentiment là qu'elles ont plus tellement envie d'éduquer leurs partenaires là. Elles se disent non mais il y en a marre. Ouais, il y en a un peu marre. tu peux développer ça? Qu'est-ce que tu constates toi? Il y a cette prise de conscience en fait de s'être fait avoir, de ces pots de yaourt, de cette fatigue, de pas être vu, de pas être entendu. Puis à un moment, il y en a marre. Et alors, donc ça se traduit comment alors dans les faits? Dans les faits, c'est un peu le sketch, enfin pas le sketch, mais l'extrait de La Crise où il y a comment elle s'appelle, Macha Merrill, qui dit non, j'en ai marre, il y en a marre des caleçons, il y en a marre des trucs. Et il y a vraiment ça sur la génération qui a vraiment plus la quarantaine, de manière très concrète. Il y a aussi une envie de ne plus cohabiter. C'est-à-dire chacun chez soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez claire sur les divorces. Une fois qu'on a divorcé, quand on rencontre un autre partenaire, les femmes disent OK, c'est très bien, mais on va rester amants. Toi, tu vis chez toi, moi je vis chez moi. C'est les femmes qui décident ça. C'est les femmes qui décident ça. Il y a quand même des hommes qui le veulent quand même, mais de manière générale, c'est les femmes. Et ça, c'est la manière la plus concrète qu'on peut voir. Et alors, tu disais aussi que dans ces générations-là, notamment, tu avais des hommes qui, du coup, avaient un peu peur des femmes ou que savaient pas forcément. Oui, mais c'est ça. C'est intéressant quand même de voir aussi ce que ça génère chez eux, parce que la place des hommes. Nous, on a été tellement peu entendus, peu écoutés. On s'est nous-mêmes tellement peu écoutés que là, donc la parole, on a créé cette émission, Femmes en Lumière, parce qu'on voit à quel point on a besoin d'exprimer, de dire des choses. Mais au final, quel est l'impact aussi, tu vois, pour eux? Qu'est-ce que tu constates, toi? Eh ben, ça va vraiment dépendre des individus. Vraiment, il y a des hommes qui sont plutôt alignés avec ça. Encore une fois, je le dis pour les modèles. Il y a des hommes qui existent, heureusement. Je le dis pas pour les femmes et pour que les féministes se taisent, je le dis pour que les autres hommes écoutent. Vraiment, j'insiste. Les féministes ont raison. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui n'écoutent pas. Ces hommes qui n'écoutent pas se retrouvent forcés, en fait, à réagir, en fait, et souvent c'est compliqué. Et souvent, d'ailleurs, justement, on le sait, les violences vont commencer dans les couples quand la femme veut partir.
Ouais, Donc il y a d'accord. toujours cette espèce d'ambivalence de, justement, ça crée un retour de bâton, et on a ça avec les masculinistes. Donc typiquement, le masculinisme, c'est l'expression de ce revers de bâton de non mais les féministes, elles abusent, alors qu'en fait elles veulent juste être entendues. Égalité, rappelons que le féminisme, on devrait toutes et tous être Oui, féministes. voilà, parce qu'il ne C'est- s'agit pas d'opposer Non, qui que ce pas soit. du tout. Il suffit encore juste une de fois, l'égalité, voilà. on est tous paritaires et Important on avance ensemble. Voilà. Important Ouais. de Enfin, c'est rappeler surtout ça. de pas non plus d'exploitation, parce qu'il y a vraiment des notions de je pense que les hommes ne comprennent pas à quel point les femmes sont exploitées. Ils ne le comprennent vraiment pas. Oui, il y a vraiment un manque de lucidité là-dessus et de prise de conscience. Ouais, ça c'est clair. Alors donc, tu disais là, ce que tu constates, c'est que de plus en plus, là, 50 ans, 60 ans après les divorces, ça, c'est chacun chez soi. Donc ça vraiment changement de paradigme presque, on pourrait dire ça. Et puis tu nous disais aussi là, on constate qu'il y a beaucoup de nouveaux mouvements type tantrisme, donc amour à distance sans pénétration. Donc il y a un gros mouvement féministe aussi créé en Corée du Sud là en 2010 qui prône carrément l'abstinence. Le 4B Movement, alors pas de rendez-vous, pas de relation intime, pas de mariage, pas d'enfant. Ça t'évoque quoi? Alors, je pense qu'il faut pas tout mélanger, notamment sur des questions culturelles, parce que cette partie-là de l'Asie est aussi très stricte dans le mariage, et les femmes sont aussi, quand elles sont mariées, quand elles sont, elles ont des enfants, elles doivent être extrêmement soumises aussi au mari. Donc en fait, il y a un retour de bâton qui est à la hauteur de ce qu'il y a dans ces pays-là, Bien qui sûr. est pas exactement quand même le cas de la France non plus. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a quand même des femmes qui disent non mais stop. On arrête tout, quoi. On arrête tout, et je veux pouvoir moi me réaliser sans passer par la maternité ou par l'homme. Donc ou par la sexualité même. Ou par du la coup. sexualité, mais il y a aussi cette question de. J'ai une collègue qui un jour m'avait dit ça m'avait vraiment frappé. Elle avait dit mais des fois les hommes veulent qu'on vive leur vie. Et ça m'avait tellement marqué. Et justement, il y a cette mise à distance des hommes pour se recentrer sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut écrire un livre? Est-ce qu'on veut faire une émission de radio, et on n'a pas envie de se mettre au service d'un homme qui va lui écrire ses livres et lui écrire ses émissions de radio, quand soit on peut le faire en fait. Eh ben, c'est Ce ça. réajustement, il est là. Eh bien, c'est ça. Réajustons. Merci beaucoup, Aurore. C'est le moment de faire une dernière pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. Aime-moi encore plus fort, regarde-moi bien. Ce soir, je veux tes lèvres sur ma peau, je veux danser sur tes mots. Mon corps répond, je frissonne en soupçon, je m'abandonne dans ses draps pour toujours. Drogué à ton vice, je suis esclave, j'aime ce risque. Ouais vas-y, t'arrêtes pas, là tout de suite je suis à toi. Doucement je vole cette nuit, je connais tous les pas de cette danse dans tes bras. Un doux plaisir, tu me fais sourire. Les pas s'enchaînent, on virevolte sur scène. Il n'y a plus de drap qui me sépare de toi. Je t'entends qui respire, nos deux âmes qui s'attirent. On se cherche et on joue, mais y a plus de temps, bébé. IDFM Radio, bien plus qu'une radio. Aurore, alors maintenant ça va être à toi de te prêter aussi au jeu des confidences. C'est l'interview Spotlight qui commence. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors Aurore, si tu devais choisir une femme ayant marqué l'histoire, laquelle choisirais-tu? Diane Fossey, pour moi, c'est vraiment Diane Fossey qui, alors je suis biologiste, mais son travail qu'elle a fait avec les gorilles et le travail de préservation qu'elle a pu amener, et l'aspect ultra militant et très dans la confrontation et dans l'engagement est absolument magnifique. Et puis ce côté, encore une fois, homme animal. Enfin voilà. Ouais. Donc moi je suis très très attachée à Diane Fossey.
D'accord, on note. Quel jouet? Alors là, on retourne dans le jouet un peu coquin, homme, animal, nature. Voilà, parlons de la nature intime des femmes. Quel jouet coquin recommanderais-tu à une femme? Est-ce que tu en as un ou deux en tête qui vraiment marchent pas mal? Je vais dire quand même le womanizer, qui est quand même ou d'autres sextoys qui sont quand même très plutôt clitoridiens et pas trop dans la pénétration. D'accord. Justement. Et qui marchent bien. Qui marche bien. Je sais que le womanizer, il a eu des très bons retours en effet. Troisième question, plutôt sucré ou salé? Ça dépend du moment de la journée. Alors, est-ce que c'est petit déjeuner à la française, à l'anglaise? Un matin plutôt sucré, ouais. Ouais. Et là, après, ça dépend. Après, ça dépend, ça dépend, ouais. Ok, ça marche. Bon, alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que, ok, les jouets, tout ça, mais enfin bon, ça date de combien? 2000 ans? 1000 ans, le Kama Sutra? Est-ce que c'est toujours une valeur sûre, le Kama Sutra? Alors, le Kama Sutra, c'est... Valeur sûre ou dépassée? Alors, absolument pas. C'est une valeur très sûre, mais pas pour la liste, le catalogue des positions, mais pour les conseils qu'il y a sur le couple. En fait, le Kama Sutra, ça n'est pas juste le truc des années 60 avec les positions, les positions machin. Non, c'est en fait un manuel pour les mariages, parce qu'en fait en Inde les mariages sont arrangés, et en fait de comment est-ce qu'on se comporte bien avec un homme et comment est-ce qu'on se comporte bien avec une femme. Il y a quand même des passages où justement on apprend à l'homme à ne pas forcer sa femme. Mais non. Mais si. Donc rien que pour ça. On va pour le Kama Sutra. Ok. Alors, quel est le dernier livre, tiens là, Aurore, que tu as lu, ou peut-être le livre que tu es en train de lire? Eh ben là, je l'ai dans mon sac. Je vais commencer. C'est très marrant. C'est un fil rouge. En ce moment, je suis vraiment dans un retour en pur sur ces questions de variations sauvages de Hélène Grimaud. Ah oui. D'accord. Voilà. Musicienne dans ce rapport avec les loups. D'accord. Voilà. Donc plutôt un livre naturaliste. Un livre d'une Forcément, il fallait qu'il y ait des animaux. Faut qu'il y ait des animaux. Faut qu'il y ait des animaux. En fait, soit je lis des livres pour mon travail, et quand je lis d'autres livres, c'est vraiment pour moi. Donc, je vais plus retourner vers aux sources justement. Et en fait, c'est son rapport avec les loups, puisqu'en tant que pianiste, elle s'est aussi rapprochée des loups. Elle a des élevages et elle est très impliquée dans la protection du loup. Donc, elle me parle de ça. Donc, j'ai hâte de. Enfin voilà, je commence ce livre. Ok, voilà. Super. Et alors, Aurore, dernière question. Si tu pouvais voir l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais y voir? Qu'est-ce que j'aimerais y voir? Je vais faire un truc très bateau et très, autocollant frigidaire, mais j'aimerais bien voir la paix. Enfin, c'est vraiment un truc très bateau, mais j'aimerais bien qu'il y ait une paix, surtout avec les actualités. J'aurais plus quelque chose de paix, mais même au niveau plus sur nos sujets entre les. Bien que les hommes s'apaisent un petit peu, ça leur ferait du bien aussi. D'accord. De la paix vraiment, voilà. Donc la paix à tous les niveaux, même au niveau individuel, en fait aussi un peu. Je trouve que c'est une question qu'on se pose pas assez. Et puis toujours pareil, dans la littérature, dans le cinéma, on a beaucoup de dystopies. Alors ça, on imagine toujours très très bien, on visualise très bien comment ça pourrait mal se finir. Et ça, c'est voilà. Donc tu vois, c'est aussi on parlait de conditionnement, de comment on conditionne notre cerveau à tout un tas de choses. À quel moment on visualise l'utopie? Tu vois, donc voilà, donc on était curieuse de savoir toi, comment tu veux, donc voilà, de la paix. C'est chouette, intérieure, c'est chouette comme programme. De toute façon, le monde n'est que le reflet de soi-même, de ce que nous sommes, j'imagine, non? Mais en tout cas, merci beaucoup. De se le dire. Merci beaucoup en tout cas, Aurore, pour cette émission puissante et si nécessaire. En t'écoutant, on ressent vraiment cette envie, ce besoin de transmettre et cette énergie que tu déploies aussi à rendre notre sexualité meilleure. Donc pour tout ça, merci encore. Et alors, si on souhaite te contacter, on te retrouve en visio ou en consultation, c'est ça, au sein de ton cabinet, à Saint-Maur-Créteil. Saint-Maur-des-Fossés, ouais. Saint-Maur-des-Fossés, d'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ton livre, Cerveau, sexe et amour, et pourquoi il faut le lire? Alors, ce livre, c'est un regroupement de toutes les recherches actuelles sur le cerveau, la sexualité et l'amour pour mieux comprendre ces sujets via les sciences, pour justement ne pas partir dans des idées reçues et bien avoir les bases. En fait, j'ai vraiment fait comme pour que tout le monde ait les bases pour bien aborder ces questions. Pas trop technique aussi? Ça dépend pour qui, apparemment.
Non, je l'ai fait quand même pour un, comment dire, j'ai voulu qu'il y ait des schémas pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Je veux pas faire un truc trop vulgarisé bêtement, parce que je sais qu'il peut y avoir très vite des écueils, et le problème est que malheureusement ça amène à des grosses erreurs qui peuvent être ramenées en cabinet. Là, je vais pas partir encore parce que je pourrais pendant très longtemps. Mais justement, en fait, il y a des choses nourrir, alimenter encore les préjugés. À un moment, faut aussi tirer les gens vers le haut. C'était vraiment plus ça en fait. Donc c'est vrai que j'ai donné des informations tout en étant le plus vulgarisant, c'est accessible à tous, plus accessible possible. Et puis débunker un peu les idées reçues, ça fait toujours du bien. Merci infiniment Aurore pour ce beau partage. On te souhaite le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Aurore et à la semaine prochaine.